Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je suis resté assis là, tenant la petite boîte en velours dans mes mains, ressentant le poids de 20 ans peser sur moi. Le restaurant vibrait de chaleur, la lumière douce des bougies vacillait, le tintement des verres, les rires murmuraient. Nos amis les plus proches et notre famille nous entouraient, célébrant ce que je pensais être une étape importante dans notre parcours ensemble. Sarah était magnifique, comme toujours. Ses cheveux blonds cascadaient sur ses épaules, sa robe émeraude épousait parfaitement sa silhouette. Je l'observais, ressentant cette traction familière dans ma poitrine, la même que j'avais ressentie il y a 20 ans lorsque je l'avais vue pour la première fois de l'autre côté de la pièce lors d'une fête à l'université. J'étais sur le point de me lever, de sortir la petite boîte de ma poche et de faire mon petit discours, quelque chose sur la façon dont l'amour change mais ne s'efface jamais, sur le fait que je voulais renouveler nos vœux et continuer à la choisir chaque jour, pour toujours. Et puis elle l'a fait. Elle s'est levée la première, levant son verre de champagne bien haut, ses ongles scintillant sous la lumière. J'ai souri, m'attendant à un toast doux sur nos années ensemble, peut-être une petite plaisanterie sur mes ronflements. Au lieu de cela, elle a prononcé 6 mots qui ont réduit mon monde en cendres: j'ai demandé le divorce ce matin. Le restaurant est devenu silencieux. Les fourchettes raclaient contre les assiettes, quelqu'un a toussé. Mon cœur a bégayé dans ma poitrine, un décalage d'une fraction de seconde entre la réalité et la compréhension. J'ai laissé échapper un petit rire, nerveux, incrédule. Une blague, une erreur. L'expression de Sarah n'a pas changé. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire poli, pratiqué. Ses yeux émeraudes balayaient la pièce, mais elle ne me regardait pas. Elle faisait une annonce. À partir de maintenant, a-t-elle continué, sa voix calme et posée, toutes les questions passent par mon avocat. Une vague de murmures et de hoquets s'est propagée parmi les invités. Mes doigts se sont crispés autour de la boîte, mes jointures blanchissant. Mon corps semblait avoir été plongé dans de l'eau glacée, chaque nerf s'engourdissant d'un coup. Ce n'était pas possible. Sarah, ma voix est sortie rauque, instable, de quoi parles-tu, bon sang? Elle a tourné son regard vers moi, calme, détaché, comme si j'étais un étranger. Tu m'as entendu, a-t-elle dit doucement. Puis elle a pris une gorgée lente de champagne. Les mots flottaient dans l'air, épais, suffocants. Une vague d'humiliation a rampé le long de ma colonne vertébrale alors que je sentais des dizaines d'yeux sur moi. Notre anniversaire, nos 20 fichues années ensemble, et elle en avait fait ça, une exécution publique, un spectacle. Je pouvais sentir les regards, les questions murmurées. Certains invités semblaient mal à l'aise, leurs mains serrant leurs verres plus fort. D'autres se penchaient en avant, avides, les yeux brillants de cette curiosité malsaine qui se nourrit de la destruction. Mon meilleur ami, Matt, s'est agité à côté de moi, la mâchoire serrée. Il m'observait, attendant que je réagisse, attendant que j'explose. Mais je ne pouvais ni bouger ni respirer. La boîte en velours dans mes mains semblait soudain stupide, petite, pathétique. J'avais été sur le point de proposer de renouveler nos vœux, et elle avait déjà signé les papiers du divorce. Ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas impulsif, ce n'était pas une erreur. Elle avait planifié ça. Je l'ai regardée à nouveau, vraiment regardée, et quelque chose dans mon estomac s'est tordu. Elle n'était pas nerveuse, pas émotive. Elle était en contrôle. Ce n'était pas juste me quitter, c'était me détruire. J'ai dégluti difficilement, ma voix sortant dans un murmure: pourquoi? Elle a souri alors, juste un léger éclat cruel d'amusement. Tu le découvriras bien assez tôt. Puis elle m'a tourné le dos, a levé son verre plus haut et a porté un toast à de nouveaux commencements. Les invités ont hésité, certains ont levé leur verre, incertains, maladroits, d'autres n'ont pas bougé du tout. Je suis juste resté assis là, mon monde brûlant autour de moi, le poids de 2 décennies s'effondrant en un seul moment brutal. Sarah a pris une gorgée, posé son verre et est partie. Je ne l'ai pas suivie, je ne pouvais pas. Le lendemain matin, après mon exécution publique, je me suis réveillé dans un silence inconnu, un silence lourd, suffocant, celui qui s'installe après une explosion, quand la poussière n'est pas encore retombée mais que les dégâts sont déjà faits. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai oublié. Mon corps a bougé en pilote automatique, tendant la main de l'autre côté du lit vers son côté, s'attendant à de la chaleur. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des draps froids et vides. Alors ça m'a frappé,
la veille n'était pas un rêve. Je me suis redressé, le cœur battant, l'estomac retourné, mon cerveau essayant de donner un sens au décombre. Ma femme, non, Sarah, s'était levée devant tout le monde et avait fait exploser notre mariage comme si c'était un canon à confetti lors d'une fête surprise. Et puis elle était partie. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit et l'ai appelé. Directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé, pareil. À la 4e tentative, le message automatisé a changé, le numéro que vous essayez de joindre a été déconnecté ou n'est plus en service. Déconnecté. Moins de 12 heures après l'annonce, elle avait coupé toute communication. Mon sang s'est glacé. J'ai repoussé les couvertures et me suis levé, faisant les 100 pas dans la pièce. Peut-être m'avait-elle bloqué, peut-être était-ce juste du théâtre. Je suis descendu, m'attendant à trouver une sorte de mot, une explication, n'importe quoi. Rien. La cuisine semblait intacte, le frigo était encore plein, sa tasse de café de la veille encore dans l'évier. Sans le côté vide de la penderie à l'étage, on n'aurait même pas su qu'elle était partie. J'avais besoin de réponses. La banque, bien sûr. J'ai enfilé des vêtements et conduit directement là-bas, à peine capable de garder ma main stable sur le volant. Je me répétais que ce n'était pas ce que ça semblait être. Peut-être avait-elle juste besoin d'espace. Peut-être était-ce un jeu tordu, une manœuvre légale. J'avais tellement tort. La caissière évitait à peine mon regard pendant qu'elle tapait mon numéro de compte. Puis elle a froncé les sourcils, tapé à nouveau, vérifié quelque chose sur l'écran. Une mauvaise sensation a rampé le long de ma colonne vertébrale. Monsieur, a-t-elle dit en me jetant un coup d'œil, il n'y a rien sur ce compte. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a légèrement tourné l'écran, pointant du doigt le solde, 0. J'ai laissé échapper un rire stupéfait. Non, c'est impossible. J'avais des économies là-dedans, des fonds de retraite. Mon salaire arrive toutes les 2 semaines. Vérifiez encore. Elle a pincé les lèvres, cliqué quelques fois de plus, puis a dit, les retraits ont été effectués hier. Transférés. Complètement vidés. Un rugissement a rempli mes oreilles. Hier. Le même jour où elle avait fait son petit coup. J'ai agrippé le bord du comptoir. Où ont-ils été transférés? Je crains de ne pas pouvoir divulguer cela. Je pouvais à peine respirer. Sarah avait tout pris. Le compte bancaire n'était pas juste vide, il était nettoyé. Pas d'avertissement, pas d'alerte, pas de notification. Elle avait dû faire ça il y a des semaines, vidant lentement les fonds, s'assurant que je ne remarquerais rien. La panique s'est transformée en rage. J'ai reculé du comptoir, sortant mon téléphone pour vérifier l'acte de propriété de la maison. Je savais que l'hypothèque était à nos 2 noms. Je savais que nous avions signé les documents ensemble, n'est-ce pas? J'ai ouvert les documents et commencé à faire défiler. Et puis je l'ai vu. Le nom sur l'acte, Sarah Reynolds. Seulement Sarah Reynolds. La maison n'était pas à moi, pas légalement, plus maintenant. Quelque part entre notre refinancement et la simplification des papiers, elle avait transféré la propriété entièrement à son nom. J'ai trébuché en arrière, serrant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Elle avait planifié ça, chaque fichue étape. Ce n'était pas une décision émotionnelle, ce n'était pas une crise de la quarantaine. C'était calculé. Mon estomac s'est retourné, la nausée montant dans ma gorge. 20 ans. 20 ans de confiance, à penser que je connaissais la femme avec qui j'avais construit une vie, et elle avait passé Dieu sait combien de temps à m'effacer. J'ai regardé autour de la banque, les gens vaquant à leurs occupations, ignorant que toute mon existence venait d'être nettoyée comme une tache sur une nappe. Sarah ne me quittait pas seulement, elle m'effaçait. Et je n'avais aucune idée pourquoi. Mais j'allais le découvrir, ça, c'était sûr. J'ai conduit directement jusqu'à son cabinet d'avocat, mon pouls battant si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. La rage s'était calmée maintenant, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus aiguisé. Elle avait planifié ça, vidé nos finances, coupé toute communication, et légalement effacé ma revendication sur la maison. Mais elle n'agissait pas seule. Non, ce niveau de précision nécessitait des conseils. Quelqu'un l'avait aidé. Son avocat. Et j'étais sur le point de rencontrer ce salaud face à face. Le bâtiment était élégant, moderne, des portes en verre, des sols en pierre polie,
le genre d'endroit qui sentait le parfum coûteux et la corruption silencieuse. Une réceptionniste était assise derrière un bureau en marbre, tapant sur son clavier. Quand je me suis approché, elle a à peine levé les yeux. « Avez-vous un rendez-vous ? » « J'ai besoin de voir l'avocat de ma femme, ai-je dit, la voix stable maintenant. Elle a soupiré. Comme si j'étais une légère gêne, et a ouvert un carnet de rendez-vous. « Et votre nom ? » Jack Reynolds. Ses doigts se sont figés sur le clavier. Elle m'a regardé, puis vraiment regardé. Quelque chose a traversé son visage, quelque chose d'anormal, pas juste de la surprise, pas juste de la confusion. J'ai ressenti ça avant même qu'elle ne parle, un changement dans l'air, comme si la température de la pièce avait chuté. Elle a dégluti, sa gorge bougeant légèrement, puis, sans un autre mot, a attrapé le téléphone. « Il est là » a-t-elle murmuré dans le combiné. Silence, puis une pause, puis une lente expiration de celui qui était à l'autre bout. « Dites-lui d'attendre dans la salle de conférence » a dit la voix. Je pouvais à peine l'entendre, mais il y avait quelque chose dans le ton qui m'a donné des frissons. La réceptionniste a hésité, ses yeux se sont tournés vers les miens, l'incertitude scintillant derrière eux. Puis elle a hoché la tête. Compris. Elle a raccroché, puis m'a adressé un sourire tendu, nerveux, comme si elle le forçait, comme si elle essayait de prétendre qu'elle n'avait pas juste passé l'appel le plus étrange de sa vie. « L'associé principal vous recevra sous peu » a-t-elle dit. « Veuillez me suivre. » La façon dont elle a hésité sur cette dernière partie m'a tout dit. Je n'étais pas juste un mari trompé venant exiger des réponses. Je n'étais pas juste un autre dossier. Il savait qui j'étais, et ça les terrifiait. Elle m'a conduit dans un couloir, mais pas résonnant contre le sol en marbre. Chaque instinct dans mon corps criait que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas le choix, je devais avancer. Elle a ouvert la porte d'une salle de conférence, immense, coûteuse, conçue pour intimider, une énorme table en verre, des chaises en cuir, une vue sur l'horizon. Puis elle est partie, fermant la porte derrière moi. Je suis resté là, les poings serrés, attendant. Je n'ai pas attendu longtemps. La porte s'est ouverte à nouveau, et un homme est entré. Pas n'importe quel homme, l'associé principal. Et à l'instant où il m'a vu, son visage est devenu blanc comme un drap. La porte s'est ouverte avec force, comme si quelqu'un l'avait poussée plutôt que doucement écartée. Un homme grand dans un costume anthracite sur mesure se tenait dans l'embrasure, sa main toujours serrée sur la poignée, comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Cheveux striés d'argent, très aiguisés, le genre de présence qui commandait normalement une pièce. Mais là, il semblait avoir vu un fantôme. Ses yeux se sont fixés sur moi, et à cet instant, toute son attitude a changé. D'abord, ses sourcils se sont plissés de confusion, puis ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme s'il voulait parler mais avait oublié comment. Et puis, la panique, une panique brute, authentique. J'avais vu cette réaction auparavant, mais pas dans des salles de réunion ou des négociations. Je l'avais vue dans des salles d'urgence, à l'instant exact où quelqu'un réalise qu'il est sur le point de tout perdre. Il a inspiré brusquement. Sa voix, quand elle est enfin sortie, était à peine plus qu'un murmure. « Vous êtes le mari de Sarah ?» Mes muscles se sont tendus. Tout en moi criait que c'était faux, pas de la surprise, pas de la curiosité, de la peur. Il connaissait déjà mon nom, la réceptionniste le lui avait dit, et pourtant il avait besoin de me voir pour y croire. J'ai fait un pas lent en avant. « Ouais, je suis Jack Reynolds » ai-je dit, la voix stable, contrôlée. « Et vous devez être l'homme qui a aidé ma femme à me dépouiller. » La couleur a encore plus quitté son visage. Il a baissé les yeux une demi-seconde, comme s'il avait besoin de recalculer quelque chose. « Je n'avais pas réalisé » a-t-il murmuré. « Je n'avais pas. » Il s'est interrompu. J'ai plissé les yeux. Pas réalisé quoi? J'ai fait un autre pas, lent, délibéré. Pas réalisé quoi, exactement? Il a cligné des yeux rapidement, son regard se tournant vers la porte fermée derrière moi, comme s'il pensait, peut-être, qu'il pourrait s'enfuir si ça tournait mal. Mais je ne le laissais pas s'en tirer. Vous avez aidé ma femme à tout me prendre, ai-je continué. Vous pensez que je n'allais pas me pointer? Il a inspiré brusquement, passant une main dans ses cheveux. Son costume était parfaitement taillé, ses chaussures cirées, mais à cet instant, il semblait débraillé, comme s'il venait d'être arraché à un cauchemar et n'avait pas encore trouvé comment se réveiller.
Je ne peux pas. Il s'est arrêté à nouveau, expirant. Écoutez, monsieur Reynolds, peut-être qu'on peut régler ça d'une autre manière. Je me suis raidi. D'une autre manière? Mes poings se sont serrés sur mes côtés. Oh, ne vous inquiétez pas, ai-je dit, la voix basse. Je suis venu ici prêt à me battre. Je ne partirai pas les mains vides. Mais sa réaction n'était pas celle que j'attendais. Il a laissé échapper un petit rire nerveux, pas celui qui dit « j'ai ça sous contrôle », mais celui qui vient quand quelqu'un sait qu'il a merdé et ne voit pas d'issue. Puis il a fait quelque chose qui a envoyé une vague de froid dans mes veines. Il a reculé d'un pas, pas par colère, pas par défi, par peur. De quoi avait-il si peur, bon sang? J'ai redressé les épaules, ma voix baissant. Dites-moi ce qui se passe. Il a dégluti difficilement, saisissant le bord de la chaise en face de moi. Vous devez partir, a-t-il dit doucement. Je me suis figé. Quoi? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait sa cravate. Il s'est forcé à croiser mon regard. Monsieur Reynolds, vous ne comprenez pas dans quoi vous venez de marcher. Un frisson lent a rampé le long de ma colonne vertébrale. J'ai gardé ma voix stable. Alors expliquez-le-moi. Il a secoué la tête. Je ne peux pas, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'étais venu ici pour me battre, mais... Maintenant, j'avais le sentiment distinct d'avoir marché dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand qu'un divorce. J'ai pris une inspiration, croisant son regard. Je ne pars pas, ai-je dit. Pas avant que vous me disiez pourquoi, bon sang, vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. L'associé principal a expiré de manière tremblante, puis, dans une voix à peine plus qu'un murmure, il a dit, parce que la dernière fois, le mari n'est pas revenu. Je suis resté là, le poids de ces mots pressant contre ma poitrine comme une poutre d'acier. Parce que la dernière fois, le mari n'est pas revenu. La pièce semblait plus petite, plus étroite. L'air s'épaississait de quelque chose d'invisible, de quelque chose de faux. Je n'ai ni bougé ni cligné des yeux, je l'ai juste fixé. Et c'est alors que c'est arrivé. Toute sa posture a changé. Il a redressé sa cravate à nouveau, redressé ses épaules, et a forcé un masque de professionnalisme sur sa panique. C'était subtil, mais je l'ai remarqué, une tentative désespérée de repousser quelque chose de monstrueux dans l'ombre. Monsieur Reynolds, a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant, plus contrôlée. Je pense que nous sommes peut-être partis du mauvais pied. J'ai plissé les yeux. Non, je pense qu'on est parti exactement du pied qu'il fallait. Une lueur d'inconfort a traversé son visage. Il a fait un geste vers la chaise en face de lui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait. Sa gorge a bougé alors qu'il déglutissait. Écoutez, ceci, c'est juste une affaire de divorce. Je comprends que les émotions sont vives, mais il n'y a pas besoin d'hostilité. D'hostilité? J'ai fait un pas lent vers la table. L'hostilité, ce serait moi qui retourne cette fichue table et qui exige des réponses. Ma voix était basse, contrôlée. Ce que je vous donne, c'est une opportunité. Sa mâchoire s'est crispée. Une opportunité pourquoi? Pour la vérité. Silence. Un muscle a tressauté sur sa joue. Il a expiré brusquement et a posé les deux paumes à plat sur la table, comme un homme essayant de se stabiliser. Monsieur Reynolds, a-t-il commencé prudemment, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Nous pouvons régler ça discrètement, facilement. Je n'ai rien dit. Vous voulez des actifs, de l'argent? D'accord, nous pouvons arranger quelque chose d'équitable. Ces mots étaient mesurés, répétés, mais ses doigts tressaillaient. Il mentait. Je pouvais le sentir maintenant, la pression, il me poussait à partir, à prendre les miettes qu'ils étaient prêts à me donner et à partir sans poser les mauvaises questions. Je me suis penché légèrement, ma voix tranchante comme un rasoir. Qu'est-ce que je ne suis pas censé creuser, exactement? Sa mâchoire s'est serrée. Je n'ai jamais dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire. La lueur de panique est revenue dans ses yeux. Il a ajusté sa cravate à nouveau, la troisième fois, un tic nerveux. Je ne le mettais pas juste mal à l'aise, je le faisais transpirer. Jacques, a-t-il dit, sa voix soudain plus douce, presque suppliante. Je vous conseille fortement de signer les papiers, de partir. Il m'a appelé Jacques uniquement parce qu'il voulait que je pense que nous étions du même côté, comme s'il me faisait une faveur.
Et c'est alors que ça m'a frappé. Il n'avait pas seulement peur pour lui-même, il avait peur pour moi. Je l'ai étudié, mon esprit allant vite, collectant des détails, les réarrangeant en quelque chose qui avait du sens. Sarah avait planifié ça, chaque pièce, chaque angle, chaque mouvement. Et cet homme n'était pas son avocat, il était son équipe de nettoyage. Combien de fois avait-il fait ça avant? Combien de maris étaient passés par ces portes, pensant qu'ils allaient se battre dans une affaire de divorce, pour réaliser qu'ils n'étaient pas censés se battre du tout? Ils étaient censés disparaître. Je me suis redressé, le cœur battant. Je n'allais pas partir, ni maintenant, ni jamais. J'avais besoin de savoir. Monsieur Reynolds, sa voix était prudente à nouveau, comme s'il savait qu'il perdait le contrôle de la conversation. Prenez mon conseil, signez simplement les papiers. J'ai incliné la tête légèrement, l'étudiant. Puis, lentement, délibérément, j'ai tiré une chaise et me suis assis. Pas avant que vous me disiez ce qui est arrivé au dernier gars. L'associé principal a inspiré brusquement par le nez, et pour la première fois depuis que j'avais mis les pieds dans cette pièce, il semblait vraiment, complètement terrifié. Parce qu'il savait que je n'allais nulle part. L'associé principal a fermé les yeux un instant, comme s'il débattait intérieurement de mentir ou de fuir. Quand il les a rouverts, il semblait épuisé. Je me suis penché en avant. Parlez. Il a expiré par le nez, sa mâchoire se crispant comme s'il se préparait à un impact. Puis, lentement, à contre-cœur, il s'est glissé dans la chaise en face de moi. Je ne peux pas vous dire grand-chose, a-t-il murmuré. Essayez. Un long silence s'est étiré entre nous. Puis, avec une hésitation visible, il a atteint un tiroir et en a sorti un dossier, épais, usé, trop vieux pour avoir quoi que ce soit à voir avec mon cas. Mon pouls a grimpé en flèche. Il l'a posé sur la table entre nous, mais ne l'a pas ouvert, le fixant comme s'il était radioactif. Je n'ai pas attendu. Je l'ai ouvert, et c'est alors que mon estomac s'est noué. Le nom en haut de la page n'était pas le mien. C'était le sien. Sarah Reynolds. Sauf que ce n'était pas le cas, parce que juste en dessous de ce nom, tapé en police légale nette et stérile, il y avait autre chose, anciennement Sarah Whitmore. Mes doigts ont agrippé le bord du dossier. Qu'est-ce que c'est que ça? L'associé principal a frotté ses tempes. C'est un contrat prénuptial. Un contrat prénuptial. Ça n'avait aucun sens, nous n'en avions jamais signé un. Puis j'ai vu la date. Il avait été signé 2 ans avant que je ne la rencontre, avec un autre homme. J'ai tourné la page, scannant les détails, et puis c'était là. Le nom de son mari, pas ex-mari, juste mari. Christopher Whitmore. Ma bouche s'est asséchée. J'avais été marié à cette femme pendant 20 ans. Je savais tout d'elle, d'où elle venait, ses années universitaires, sa famille. Du moins, je le pensais. Parce que jamais, pas une seule fois, elle n'avait mentionné un Christopher Whitmore. J'ai feuilleté les papiers plus vite maintenant, mon pouls battant dans mes oreilles. Il y avait une section sur les actifs. Christopher avait été riche, très riche. J'ai continué à parcourir, et puis j'ai vu le dernier dépôt légal attaché au contrat prénuptial. Un certificat de décès. Tout mon corps s'est figé. Ce n'était pas juste un divorce qu'elle avait planifié avant. C'était autre chose. Mes mains se sont resserrées autour des papiers. Où est-il? Ma voix était à peine plus qu'un murmure. L'associé principal n'a pas répondu. J'ai claqué le dossier. Où est-il, bon sang? L'homme en face de moi a dégluti. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Nous n'avons jamais su. Je suis devenu glacial. Vous me dites que cet homme, son mari, a juste disparu. Ses doigts ont tambouriné sur le bureau, un tic nerveux. Nous avons supposé. Il a hésité. Nous avons supposé qu'il était parti. Je l'ai fixé. Il n'y croyait pas une seconde. Il savait autre chose. J'ai repoussé le dossier vers lui. Combien de temps avant qu'elle ne m'épouse? Il a expiré. 1 an? 1 an? Une seule année. Elle avait été la femme de quelqu'un d'autre, puis elle était veuve, et puis, 12 mois plus tard, elle était ma femme. J'avais été marié à elle pendant 20 ans, mais j'avais été une cible pendant 21 ans. Une horreur lente s'est répandue dans ma poitrine. Ce n'était pas un
Divorce désordonné. Ce n'était pas une question d'argent. C'était un schéma. Et si son premier mari avait disparu, qu'avait-elle prévu pour moi? Je suis sorti du cabinet d'avocat avec l'impression que mes entrailles avaient été grattées avec un couteau émoussé. Le dossier, le changement de nom, le mari disparu, la façon dont l'associé principal m'avait regardé, comme si j'étais déjà un mort-vivant. Je suis monté dans ma voiture, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Sarah avait été mariée avant. Ce n'était pas ça qui me terrifiait. Ce qui me terrifiait, c'était que son dernier mari avait disparu, et maintenant, elle s'assurait que je disparaisse aussi, légalement, financièrement, peut-être pire. Je devais le trouver. Je ne savais pas si Christopher Whitmore était mort, porté disparu, ou enterré sous une nouvelle identité, mais je savais une chose, si je ne prenais pas les devants, je pourrais finir comme lui. J'ai passé les jours suivants à me noyer dans la paperasse, les appels téléphoniques et les impasses. J'ai engagé un avocat, pas un des types lisses et corporatifs de Sarah, mais un bulldog, un gars nommé Dean Carter. Il se spécialisait dans les affaires qui ne voulaient pas être résolues, ancien procureur, radié une fois pour avoir été trop agressif avec un juge, réintégré un an plus tard parce que même le tribunal savait qu'ils avaient besoin d'un gars comme lui. Dean a examiné l'historique de Sarah avec l'expression généralement réservée aux tueurs en série. « Tu dis que vous étiez mariés depuis 20 ans, a-t-il demandé, feuilletant les documents que j'avais volés au cabinet d'avocat. Ouais. Il a laissé échapper un sifflement bas. Elle a un sacré dossier propre. Trop propre. Comme s'il avait été nettoyé. Ça m'a frappé en plein ventre. Nettoyé? Dean a tapé son stylo contre le dossier. Regarde ça. Relevé universitaire, historique d'emploi standard, un peu décousu. Mais raisonnable. Mais dès que tu commences à chercher de vrais dossiers personnels, historique médical, anciennes adresses, n'importe quelle identité traçable avant qu'elle ne te rencontre, c'est comme si elle était apparue de nulle part. Mon sang s'est glacé. Les gens n'apparaissent pas comme ça. Dina sourit. Exactement. Ce qui signifie que quelqu'un s'est assuré que son passé soit effacé. Un silence a passé entre nous. Puis il s'est adossé et m'a regardé. La vraie question, Jacques, c'est pourquoi. Je savais déjà pourquoi. Parce qu'il y avait quelque chose dans ce passé qu'elle ne pouvait pas se permettre que je trouve. Et maintenant, j'allais tout déchirer. La première chose que j'ai apprise, c'est que Christopher n'était pas juste un gars. Il avait été riche, de l'argent ancien. Sa famille possédait des biens immobiliers le long de la côte, des propriétés privées, des investissements offshore, le genre de richesse qui ne figurait pas dans Forbes mais qui était profondément ancré dans l'économie du pays. Son mariage avec Sarah avait à peine été mentionné dans les registres publics de sa famille, comme une note de bas de page, un incident. Et puis, 1 an avant que je ne la rencontre, il avait disparu. Pas mort, pas déménagé, disparu. Pas de rapport de personne disparue, pas d'enquête officielle de la police, juste parti. Et puis je l'ai trouvé. Une signature. Le dernier acte légal de Christopher Whitmore était de signer un ensemble de documents 6 semaines avant sa disparition, le même type de document que Sarah m'avait fait signer quand nous avions refinancé la maison. C'était un transfert discret d'actifs, une restructuration d'investissement, et puis rien. Je fixais son nom sur le papier, la bile montant dans ma gorge. Sarah avait fait ça avant. Elle ne m'avait pas juste volé, elle m'avait chassé. Christopher Whitmore avait été son premier. J'étais censé être son second. Et s'il n'était jamais sorti de ça, comment diable étais-je censé m'en sortir? Mon téléphone a sonné à 2h37 du matin. J'étais assis dans le noir, fixant le dossier étalé sur la table de la cuisine, essayant de rassembler 20 ans de mensonges. Je n'avais pas dormi, je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le nom de Christopher Whitmore. Je voyais le mien à côté. L'écran s'est allumé, pas d'identification de l'appelant. Je savais qui c'était avant même de répondre. J'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois, puis, lentement, j'ai décroché. Je n'ai pas parlé pendant 3 longues secondes. Il n'y avait que de la respiration. Puis sa voix. Tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai expiré brusquement, retenant la rage qui montait dans ma gorge. C'est drôle, j'allais dire la même chose de toi. Elle est restée silencieuse un instant, puis un rire court, fragile, pas confiant, pas posé, tendu.
Alors c'est ça que tu fais maintenant, a-t-elle murmuré. Jouer au détective? Mes doigts se sont crispés en poing sur la table. Dis-moi, Sarah. Ou devrais-je dire Sarah Whitmore? Le silence qui a suivi était épais. Pour la première fois depuis que ça avait commencé, je l'avais déstabilisée. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Plus d'amusement, juste une panique basse, enroulée. Jacques, arrête. J'ai presque ri. C'est riche. Tu m'as tout volé, tu m'as effacé de ma propre fichue vie, et maintenant tu me donnes des ordres. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Oh, je pense que si. Non, elle a inspiré brusquement, non, vraiment, vraiment pas, quelque chose dans son ton m'a donné des frissons. Elle ne se moquait plus de moi, elle ne jouait plus avec moi. Elle avait peur. Et ça m'effrayait plus que tout. Je me suis adossé, forçant ma voix à rester stable. Tu paniques, Sarah. Je te préviens, tu ne préviens pas les gens sauf s'ils ont quelque chose sur toi. Une autre pause. Plus longue, plus lourde. Puis sa voix s'est adoucie. Jacques, pars. Prends le règlement que tu veux, mais arrête de creuser. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Oh, maintenant tu es généreuse? Tu as vidé mes comptes, tu m'as laissé avec rien, tu as essayé de me faire disparaître, mais dès que je commence à poser des questions, tu me jettes des règlements. Elle a inspiré brusquement, et quand elle a parlé à nouveau, il y avait un tremblement dans sa voix. Si tu continues à creuser, tu es fini. C'était tout. Pas une menace, pas une promesse, un fait. Une certitude. Comme si elle l'avait vu arriver avant. Comme si elle l'avait vu arriver à Christopher Whitmore. J'ai serré le téléphone plus fort, mes jointures blanchissant. Dis-moi ce qui lui est arrivé. Rien. Je l'ai entendu respirer vite, peu profondément, puis elle a raccroché. Je suis resté là, fixant l'écran mort, mon pouls battant. Elle avait peur. Sarah ne paniquait jamais, ne craquait jamais. Ce qui signifiait une chose, j'étais trop près. Je l'ai rencontrée dans un bar miteux en périphérie de la ville, le genre d'endroit où les lumières étaient tamisées, les banquettes en cuir craquelaient, et le barman ne posait pas de questions. Dean avait tiré quelques ficelles, passé quelques appels, et enfin retrouvé un homme qui connaissait Christopher Whitmore, un homme qu'il avait vu disparaître. Il était déjà là quand je suis entré, sirotant un whisky, la cinquantaine avancée, silhouette nerveuse, visage buriné. Il n'a pas levé les yeux quand je me suis assis en face de lui, fixant son verre comme s'il contenait autre chose que de l'alcool. « C'est toi, hein » a-t-il murmuré. Le nouveau mari. Mon estomac s'est noué. Plus maintenant. Ça lui a arraché un petit rire sec. Il a pris une gorgée de son verre, puis a expiré. Tu veux savoir pour Chris? Ouais. Il a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient fatigués, le genre de fatigue qui ne vient pas d'une longue journée, mais de porter quelque chose d'horrible trop longtemps. Elle voulait qu'il disparaisse, a-t-il dit. Et puis il a disparu. Un frisson m'a parcouru l'échine. Disparu comment? Il a tapoté ses doigts contre le verre. Ça dépend à qui tu demandes. Je me suis penché en avant. Je te le demande à toi. Une longue pause, puis enfin, il a parlé. Chris l'a rencontré vite, l'a épousé encore plus vite. Un jour, c'était ce riche connard qui avait tout, argent, pouvoir, un avenir. Et puis, d'un coup, il était un fantôme. Il a arrêté de se montrer aux réunions, d'appeler ses amis. Quand je l'ai enfin retrouvé, il avait l'air. Il s'est interrompu, secouant la tête. Différent. Comme s'il n'était plus lui-même. Mon pouls battait. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a fixé, puis a baissé la voix. Il n'était plus Chris. Il était quelqu'un d'autre. Une étrange pression s'est accumulée dans ma poitrine. Ça n'a pas de sens. Ouais, a marmonné l'homme, c'est ce que je pensais aussi. Mais elle l'avait ferré, elle avait tout tordu autour de lui, son argent, ses affaires, son identité. C'était comme si elle le réécrivait, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. J'ai dégluti difficilement. Et puis, il a pris une autre gorgée de whisky. Et puis, un jour, il a signé des papiers et a disparu. Personne. Pas d'enquête. Juste parti. La pièce semblait plus petite.
J'ai repensé au dossier, à la dernière signature avant sa disparition, le même type de document que j'avais signé. Mes mains se sont crispées en point. Tu penses qu'elle l'a tué? Il a expiré par le nez. Je pense qu'il a cessé d'être utile. J'ai senti mon estomac se nouer. Sarah avait planifié ça. Elle avait choisi Christopher pour une raison, et quand elle en avait fini avec lui, quand il n'était plus utile, elle l'avait effacé. Et puis, 1 an plus tard, elle m'avait trouvé. L'homme a glissé quelque chose sur la table, une carte clé. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Il m'a enfin regardé dans les yeux. C'est le dernier endroit où il est allé avant de disparaître. J'ai ramassé la carte, fixant le logo décoloré, une sorte d'établissement privé. Quelque chose au fond de mes tripes me disait que je n'allais pas aimer ce que j'y trouverais, mais je n'avais pas le choix. Sarah avait déjà effacé un mari. Je n'allais pas être le second. Je suis entré dans ma maison, et immédiatement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air semblait plus lourd, pas comme si quelqu'un venait d'être là, mais comme si quelque chose avait changé. J'étais parti précipitamment, les papiers, les notes, le dossier de Christopher Whitmore, j'avais tout étalé sur la table de la cuisine. Mais maintenant, en entrant, mon pouls battant contre mes côtes, j'ai vu ça. Quelqu'un était venu, et il m'avait laissé un cadeau. Une enveloppe en papier craft était posée bien au centre de la table, pas à moi. Je ne l'avais pas laissée là. J'ai dégluti difficilement, mes doigts se crispant en point. Lentement, j'ai avancé, ma respiration superficielle alors que je la ramassais. Mon nom était griffonné sur le devant, de son écriture. Sarah. La même main qui m'avait autrefois laissé des mots d'amour, des cartes d'anniversaire, des messages d'anniversaire. Maintenant, elle laissait ça. Je l'ai ouverte, le cœur battant, et puis je me suis figé. À l'intérieur, des photographies de moi, dans des endroits où je n'avais même pas réalisé qu'on m'observait, parking, café, une unité de stockage. Et une qui a fait geler mon sang. Un corps sans vie. Je n'avais jamais vu cet homme avant. Son visage était relâché, sans vie, les yeux fixant le vide. Mais j'étais là, dans le cadre suivant, debout au loin, capturé dans le même cliché. La réalisation m'a frappé comme un train de marchandises. Ce n'était pas juste un divorce. Sarah me piégeait. Elle ne voulait pas seulement que je disparaisse, elle voulait que je disparaisse, comme Christopher. J'ai reculé en titubant, serrant l'enveloppe si fort qu'elle a presque froissé dans mes mains. C'était son coup final, effacer mon argent, mes actifs, mon identité, et puis, quand le moment serait venu, m'effacer moi. Chaque instinct me criait de bouger. J'ai attrapé mes clés de voiture, le dossier, la carte clé de l'homme au bar. Je devais y aller, parce que quoi que Sarah ait fait à Christopher, elle était sur le point de me le faire à moi, et je manquais de temps. La salle d'audience bourdonnait de murmures bas, la tension flottant dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. J'étais assis à la table des plaignants, mes mains agrippant le bord, ma respiration lente et contrôlée. Devant moi, soigneusement empilés, il y avait tout, les dossiers, les signatures frauduleuses, les preuves qu'elle avait laissées dans ma propre maison, les photographies, la piste papier, le premier mari disparu. Tout était là. J'avais passé 20 ans à penser que je connaissais la femme que j'avais épousée, mais aujourd'hui, j'allais l'enterrer. Le juge est entré, le greffier a appelé la cour à l'ordre. L'avocat de Sarah était assis en face de moi, calme, posé, sauf pour la façon dont il jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte. Sarah n'était pas là. J'ai senti quelque chose changer dans mes tripes. Elle était censée être là. La femme qui avait orchestré chaque mouvement, manipulé chaque faille légale, m'avait effacé de ma propre fichue vie, elle ne manquerait pas ça. J'ai jeté un coup d'œil à mon avocat, Dean, qui m'a fait un hochement de tête à peine perceptible. Il pensait la même chose. Quelque chose n'allait pas. Puis les portes à l'arrière de la salle d'audience se sont ouvertes brusquement. Un homme en costume sombre est entré précipitamment, s'est dirigé directement vers l'avocat de Sarah, et s'est penché. Un échange murmuré, un raidissement des épaules, puis la panique. L'avocat s'est levé brusquement. « Votre honneur, ma cliente. » Il a hésité, se léchant les lèvres. « Ma cliente ne participera pas aux procédures d'aujourd'hui. » Les murmures dans la salle d'audience ont enflé. Dean s'est penché vers moi, la voix basse. « On l'a eu. » J'ai gardé une expression neutre,
mais à l'intérieur, mon pouls battait. Le juge a haussé un sourcil. Et pourquoi donc? L'avocat a hésité à nouveau, puis a finalement abandonné. Elle a été détenue. Silence. Puis, à travers la pièce, les portes se sont ouvertes à nouveau. Cette fois, c'était la police. 2 officiers sont entrés, l'expression sombre, et ont remis un dossier au juge. Il a feuilleté les pages, son visage s'assombrissant à chaque tour. Enfin, il a levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Un officier s'est éclairci la gorge. Un mandat pour l'arrestation de Sarah Reynolds, ou? Il m'a jeté un coup d'œil. Sarah Whitmore. Une inspiration collective a traversé la salle d'audience. Le regard du juge s'est reporté sur l'avocat. Voulez-vous expliquer? L'avocat de Sarah transpirait maintenant, sa façade soigneusement construite s'effondrant complètement. Votre honneur, j'ignorais ce développement. Ignorait, répétait le juge, la voix froide. L'officier a avancé. Nous avons des raisons de croire que Madame Reynolds a tenté de fuir le pays tôt ce matin. J'ai expiré brusquement. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle m'avait piégé, orchestré ma chute, et à la seconde où elle a réalisé que je ne partirais pas discrètement, elle a fui. Mais elle n'y était pas arrivée. J'ai laissé ça pénétrer. La prédatrice s'était enfin retrouvée piégée. L'officier a continué. En fouillant son domicile, nous avons découvert de multiples documents falsifiés, des comptes offshore, et... Il a hésité, puis m'a regardé. Directement. Des preuves liées à la disparition de Christopher Whitmore. La salle a explosé, ok, murmure. Le juge a frappé son marteau pour le silence, mais je l'ai à peine entendu. Christopher Whitmore. Ils avaient trouvé quelque chose. J'ai serré la mâchoire, chaque muscle de mon corps tendu. Pendant des années, Sarah avait enterré la vérité, effacé son passé, s'en était tirée avec tout. Plus maintenant. Dean a souri à côté de moi. On dirait que ta femme va avoir du mal à se sortir de celle-là. J'ai expiré, enfin, alors que le juge se tournait vers moi. Monsieur Reynolds, compte tenu de ces développements, je crois que nous avons amplement de raisons de procéder en votre faveur. J'ai hoché la tête, retenant la boule dans ma gorge. C'était fini. Sarah était finie. La dernière fois que je l'ai vue, elle était menottée. Ils l'ont amenée dans une salle d'audience annexe pour les accusations formelles. Ses vêtements autrefois parfaitement taillés étaient froissés, ses cheveux tirés en arrière à la hâte, ses poignets liés dans l'acier. Et puis elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés, pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Elle n'était pas en contrôle. Elle n'était pas calculatrice, pas manipulatrice. Elle était juste prise. Je l'ai vue, claire comme le jour, le moment où elle a réalisé qu'elle avait perdu, que j'avais survécu, et que, pour la première fois de sa vie, elle ne s'en sortirait pas. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.